David St. John était un homme dont le nom était déjà associé à des crimes violents, mais les détails derrière les allégations étaient trop troublants pour être ignorés. Le lieu de sa chute s'est déroulé dans une salle d'audience à Houston, au Texas, où il a fait face à d'horribles accusations d'agression sexuelle sous la menace d'une arme. L'histoire a commencé lorsque St. John, lors d'une nuit fatidique, a emmené une jeune femme dans un motel. Là, terrorisée par une arme pointée sur elle, la victime a été attaquée et marquée à jamais par un traumatisme que le tribunal commençait tout juste à décrire. St. John n'était pas n'importe quel accusé. Il avait déjà un casier judiciaire considérable et attendait son procès pour d'autres crimes graves, notamment la possession de la même arme qu'il a utilisée pour terroriser sa victime. Dans la salle d'audience, l'ambiance était lourde. La tension flottait dans l'air comme un épais brouillard. L'audience s'est déroulée normalement, jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Le juge, distrait par une autre affaire, a été pris au dépourvu lorsque St. John a perdu le contrôle. Sans aucun avertissement, il s'est levé, a commencé à crier des paroles incompréhensibles et, avec une expression de pure fureur, a attaqué un homme à proximité. La scène s'est transformée en chaos en quelques secondes. Les autorités présentes dans la salle d'audience sont intervenues et un policier a dû recourir à la force pour maîtriser l'accusé. Tout en étant menotté, St. John continue sa performance irrationnelle, comme s'il se trouvait sur une scène tragique. « Apprenez votre leçon », dit-il, comme s'il avait encore quelque chose à enseigner à quelqu'un. Il a essayé de maintenir une fausse autorité, mais finalement la justice a prévalu. Plaidant coupable, il a été condamné à 2 peines de 25 ans de prison. C'était la fin d'un chapitre sombre, mais le traumatisme des victimes persisterait, résonnant à travers les murs de la salle d'audience. Pendant ce temps, à Louisville, Kentucky, un autre accusé était sur le point de tester les limites de la patience du tribunal. Keont Hunter, âgé de seulement 19 ans, a été accusé d'un crime terrible, le meurtre de Jesse Williams, 21 ans. C'était une nuit paisible lorsque Hunter, armé et impitoyable, est entré par effraction dans la maison de Jesse alors que lui et sa petite amie dormaient. Williams a été tué sur le coup, mais sa petite amie, espérons-le, a survécu. La communauté a été ébranlée et l'arrestation de Hunter a apporté un bref soulagement, mais la douleur du crime flottait toujours dans l'air comme une ombre. Au cours d'une audience tendue, la défense de Hunter a tenté de supprimer une déclaration qu'il avait faite à la police. Ils ont fait valoir que, comme Hunter était mineur à l'époque, sa capacité à comprendre les conséquences de ses actes était limitée. Mais Hunter semblait inconscient de ce qui était en jeu. Il n'était pas d'accord avec son défenseur. Public et, le sang bouillant, a commis l'impensable. Les yeux pleins de haine, il a craché sur son propre avocat et a tenté de l'attaquer avec ses poings menottés. La violence a éclaté dans la salle d'audience et les policiers ont dû intervenir rapidement pour contrôler la situation. Hunter a finalement été condamné à 25 ans de prison, mais son manque de contrôle a prouvé qu'il représentait un risque pour tout son entourage. Les tribunaux américains ont été témoins de nombreuses violences, mais la tragédie impliquant Michael Madison a été particulièrement dévastatrice. Madison était un tueur en série reconnu coupable d'avoir kidnappé et tué 3 femmes dans l'Ohio. Les victimes, retrouvées dans des sacs en plastique abandonnés près de chez lui, avaient été traitées avec une inhumanité impensable. Au cours du procès, les descriptions des décès étaient si explicites que même les jurés les plus endurcis ont eu besoin de quelques instants pour se ressaisir. Madison a attaché ses victimes avec du ruban adhésif et a plié leur corps en 2 de manière grotesque, comme s'il s'agissait de simples objets jetables. La défense de Madison a affirmé que les meurtres étaient des actes impulsifs, commis dans le feu de l'action, mais l'accusation a démantelé ce récit. Les procureurs ont prouvé que les crimes avaient été soigneusement planifiés, avec une précision que seul un prédateur calculateur pouvait avoir.
Au moment du verdict, les familles des victimes étaient au bord de l'effondrement émotionnel. Van Terry, le père de l'une des femmes assassinées, s'est levé pour s'adresser à l'homme qui a coûté la vie à sa fille. Mais voyant le tueur sourire sarcastiquement, Terry ne put s'en empêcher. Dans un accès de rage compréhensible, il sauta vers Madison, essayant de l'attaquer. La sécurité est rapidement intervenue, et Terry a été emmené, mais personne ne lui a reproché son accès de douleur et de rage. Un autre cas emblématique s'est produit au Nevada, impliquant Deobra Ryan. Il avait déjà des démêlés avec la justice, mais ce qui s'est passé au tribunal était aussi inattendu que violent. Ryan, 30 ans, a été accusé de tentative d'agression après avoir attaqué son beau-frère avec une batte de baseball. Lors de son audience de détermination de la peine, il est apparu relativement calme et a même tenté de convaincre la juge Mary Kay Huss qu'il méritait une seconde chance. Il a affirmé que sa vie avait changé, qu'il était loin de la drogue et du crime. Mais le juge, connaissant l'histoire de Ryan, n'était pas dupe. Quand le juge Husayan décidé qu'il était temps d'imposer une punition sévère, Ryan a perdu le contrôle. Il se jeta sur le banc du tribunal vers le juge avec une fureur presque animale. Les alarmes se sont déclenchées, les gens ont crié et la salle d'audience est devenue un champ de bataille. La juge s'est cogné la tête contre le mur et un policier a été grièvement blessé, nécessitant 25 points de suture et des soins hospitaliers. Ryan était maîtrisé, mais le mal était déjà fait. Il a ensuite fait face à 13 nouvelles accusations, dont une tentative de meurtre. La violence inattendue de Ryan au tribunal est devenue un sombre rappel de l'imprévisibilité des criminels désespérés. Aussi choquant que soient ces cas, le cas de Michael Ray à Louisville, Kentucky, a révélé le pouvoir des mots et du manque de respect dans une salle d'audience. Accusé de menaces terroristes, Ray a fait preuve d'un comportement arrogant lors de son enquête sur caution. Le juge, voyant son mépris, a augmenté la caution de Ray à 50 000 $. En colère, Ray a perdu le contrôle, injuriant le juge et faisant des gestes obscènes. Cela lui a valu 100 jours de prison supplémentaires pour outrage. Il resta néanmoins provoquant, sa rébellion ne faisant qu'augmenter sa punition et aggraver sa situation. Le cas le plus poignant de tous est peut-être celui de TJ Lane, qui, à seulement 17 ans, a commis un massacre dans son école de l'Ohio. Lane a ouvert le feu dans la cafétéria, tuant 3 camarades de classe et en blessant d'autres, dont un jeune homme paralysé à vie. Devant le tribunal, Lane a plaidé coupable, mais n'a montré aucune once de remords. Lorsque le jour du prononcé de la peine est arrivé, il est apparu vêtu d'un t-shirt blanc sur lequel était écrit le mot « meurtrier ». Le tribunal était sous le choc. Lane a non seulement interpellé les familles des victimes avec son sourire sinistre, mais il a également insulté ceux qui pleuraient la perte de leurs enfants. Ses paroles et son attitude étaient l'incarnation du mal. L'audience de Lane a été la preuve que parfois la justice semble insuffisante face à des crimes aussi odieux. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais ces provocations ont laissé une blessure ouverte dans le cœur de ceux qui ont perdu des êtres chers. Les mères, les pères, les frères qui pleuraient de leur perte ont dû écouter les insultes d'un jeune homme sans âme, dont la vie en prison ne leur rendrait pas leur innocence perdue. Enfin, il y a des histoires qui rappellent à chacun le côté le plus sombre de l'humanité, comme celle de Jaime Osuna, qui a brutalement assassiné une femme en Californie. Lorsque la police est arrivée dans la chambre du motel où le crime a eu lieu, la scène était horrible. La victime a été poignardée à plusieurs reprises et la pièce était trempée de sang. Osuna, qui avait des antécédents de comportement sadique, a été capturé et, comme beaucoup d'autres avant lui, n'a jamais montré de remords. L'horreur de ces crimes a laissé une marque permanente, non seulement sur les lieux du crime, mais aussi dans la mémoire de tous ceux qui ont travaillé sur l'affaire. Ces histoires nous obligent à affronter les profondeurs du désespoir et de la brutalité humaine.
Il nous rappelle que la justice, bien que nécessaire, ne pourra jamais véritablement apaiser la douleur des survivants ni ramener ceux qui sont perdus. Chaque affaire est un chapitre d'une tragédie plus grande, où la salle d'audience sert de théâtre à la confrontation entre la recherche de justice et la douleur dévastatrice qui ne pourra jamais être effacée. La nuit où les échos d'horreur ont résonné, la découverte macabre a choqué la communauté. 3 enfants de 7 ans ont été retrouvés morts, brutalement mutilés dans un motel abandonné. La peur et la désolation ont peint la scène lorsque la police est arrivée sur les lieux. C'est dans ce moment d'obscurité que le nom de Aouna est devenu synonyme de quelque chose qui dépassait les limites de l'horreur humaine. Tout a commencé lorsque Aouna a passé un appel téléphonique inquiétant à son ex-femme, peu après les meurtres. L'appel était rempli d'un ton insensé et sinistre. Ses paroles glaciales, « J'ai fait quelque chose de terrible », ne laissaient aucun doute. Interrogé, il a fait un aveu troublant, mais le plus bizarre, c'est que sa froideur semblait tranchante. Alors même que la nouvelle explosait avec la tragédie, une autre couche de vérité a commencé à se dévoiler. Les aveux de Aouna n'ont pas été le seul choc. Dans une interview bizarre en 2017, l'homme a révélé un côté obscur qui avait échappé même aux yeux vigilants de la loi. Ses tatouages faciaux racontaient l'histoire d'un esprit brisé et troublé, mais ce sont ses propres mots qui créaient un portrait encore plus sinistre. « Je ne l'ai pas fait parce que j'étais hors de contrôle », a-t-il déclaré. « J'ai prémédité, j'ai torturé. » Ces mots coupaient comme des rasoirs, admettant qu'il y avait quelque chose de sadique dans ses actions. Dès son plus jeune âge, il a été envahi par un désir incontrôlable de faire souffrir. Des histoires de torture de petits animaux ont émergé, comme celle où il a congelé le chat de sa mère et l'a ensuite mis au four. Son esprit fonctionnait sur un cycle d'adrénaline qu'il considérait plus puissant que n'importe quelle drogue, une impulsion dont il ne voulait pas se débarrasser. Au tribunal, Aouna ressemblait plus à un spectateur de son propre malheur qu'à quelqu'un qui avait des remords. Lorsqu'il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, il n'a pas hésité. Il n'a même pas montré de remords, se moquant de la douleur de la famille de sa victime. Et lorsqu'il fut emmené en prison, il semblait que son sinistre voyage était loin d'être terminé. 2 ans après sa condamnation, un nouveau chapitre d'horreur s'ouvre. Dans la prison d'État de Corcoran, Aouna a tenu une promesse que personne n'aurait jamais voulu qu'il ait la chance de tenir. Il a encore tué. Son compagnon de cellule, Luis Romero, a été retrouvé dans des conditions inimaginables, avec le corps brutalement démembré et Aouna portant des parties de la victime comme un collier grotesque. Cette brutalité semblait être la signature d'un homme dont le cœur ne semblait plus battre comme celui de n'importe quel autre être humain. Mais Aouna n'était pas là. Seul que la société regardait avec horreur et incrédulité. De l'autre côté du pays, le cas de Darrell Brooks a prouvé que le mal peut prendre des formes tout aussi dévastatrices. En ce jour fatidique de novembre 2021, un SUV rouge a percé un défilé de Noël à Waukesha, dans le Wisconsin. Les familles faisaient la fête, riaient et profitaient des festivités lorsque la tragédie s'est produite. En quelques secondes, la joie s'est transformée en chaos. Brooks a conduit le véhicule à travers la foule, écrasant une fanfare et un groupe de filles portant des pompons. Les corps tombaient comme s'il s'agissait de poupées de chiffon, et les témoins se retrouvaient avec une image qu'ils n'oublieraient jamais. Le bruit sec des corps frappés et la traînée de destruction. 6 personnes sont mortes ce jour-là, et plus de 60 ont été blessées, marquées à jamais par une horreur dont personne ne devrait avoir à être témoin. Le procès de Brooks a été chaotique, presque comme une reconstitution de sa propre instabilité. Il a licencié ses avocats, s'est présenté comme un citoyen souverain et a constamment interrompu le procès.
La juge Jennifer Dorough s'est retrouvée dans une bataille pour maintenir l'ordre, le réprimandant à plusieurs reprises. Lorsqu'il dépassait les limites, il était expulsé de la salle et regardait le procès depuis une salle voisine, par vidéo. La douleur des victimes et de leurs familles n'a fait qu'augmenter avec leur tentative de transformer tout en cirque. Enfin, de compte, il a été condamné à 6 peines consécutives à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ainsi qu'à des centaines d'années supplémentaires pour ses crimes. La mère d'un garçon de 8 ans qui a perdu la vie dans l'attaque lui a parlé, ses paroles emplies d'une douleur impossible à mesurer. « Tu es un tueur d'enfants », dit-elle, souhaitant que le monde n'ait plus jamais à vivre avec quelqu'un comme lui. Mais les exemples d'horreur humaine ne s'arrêtent pas là. Le cas de Basweb a apporté une nouvelle couche de désespoir quant à ce que devrait être la justice. Webb, un homme couvert de tatouages menaçants, a un jour renversé 2 employés de prison dans le Kentucky. Lorsqu'il a finalement été traduit en justice, il a craché au visage du juge. Plus tard, en attendant un autre procès, il a provoqué une émeute dans la prison en brandissant une cabine téléphonique contre les gardes. Chaque fois qu'il était reconnu coupable, son casier judiciaire devenait encore plus grotesque, avec des années supplémentaires s'ajoutant à ses peines. D'un autre côté, Webb était également lié au meurtre de ses ex-petites amies, des affaires non résolues qui semblaient le hanter et auxquelles il ne pourrait jamais échapper. Une liste de ses cibles, tatouée sur sa propre peau, était un rappel macabre qu'il avait encore plus de gens en tête, comme s'il enregistrait des objectifs sadiques pour un avenir dont personne ne voulait être témoin. Ces cas d'une cruauté et d'une violence extrême révèlent le côté le plus sombre de l'humanité, mais ils montrent aussi les limites du système judiciaire et la façon dont il lutte parfois pour contenir le mal dans sa forme la plus pure. Tandis que certains accusés explosent de fureur ou affichent leur mépris envers leurs victimes, il y en a dont les actes sont si insensés qu'il semble que la réalité elle-même ait été déformée. Titus Colbert était l'un de ces cas. Accusé de tentative de meurtre après une fusillade de 5 heures avec la police, il s'est comporté si étrangement que beaucoup ont douté de sa santé mentale. Au tribunal, Colbert a commencé à parler des Illuminati et du nouvel ordre mondial, répétant des dates historiques comme s'il était pris au piège dans un cycle sans fin. Lors de son audition, il a tenu des déclarations décousues, affirmant détenir des pouvoirs surnaturels et faire partie d'une ancienne société secrète. Lorsqu'on lui ordonnait de se taire, il continuait à chanter ou à scander des phrases absurdes. La patience du juge s'est rapidement épuisée et Colbert a été expulsé de la salle d'audience, mais malgré cela, il ne semblait pas du tout inquiet. Finalement, après une évaluation psychiatrique, il a été jugé apte à subir son procès et, après avoir plaidé coupable, a été condamné à une peine de 20 ans. Phillips, un autre accusé, a montré que la tension dans la salle d'audience peut atteindre un point si critique que le corps réagit avant l'esprit. Comprendre. Lors de son audition, pendant que le procureur s'exprimait, il a ouvertement menacé un policier qui témoignait contre lui. Sans hésitation, un garde l'a électrocuté avec un taser et Phillips est tombé, désorienté. Pourtant, lorsqu'il reprit conscience, sa colère semblait n'avoir été que brièvement interrompue, comme un volcan sur le point d'entrer en éruption à nouveau. Les actes de violence ne se limitent pas aux moments de colère. Parfois, ils sont interprétés avec un calme inquiétant, comme dans le cas de Marcel Brooks. En 2016, il a violemment agressé un bébé de 2 ans, Devon Grabowski, laissant l'enfant avec des problèmes permanents. Ce n'était pas la première fois que Brooks était accusé d'avoir blessé un bébé. Il avait déjà été condamné des années auparavant pour une situation similaire. Au tribunal, Brooks semblait indifférent, souriant même, comme s'il n'avait pas conscience des souffrances qu'il avait causées. La grand-mère de Devon, le voyant sans remords, a avoué qu'elle ressentait un besoin incontrôlable de se faire justice elle-même.
Dans un dernier acte de défi, Brooks a tenté de retirer ses aveux au milieu de sa condamnation, mais le juge William Bowler n'a pas été impressionné. « Vous avez déjà reconnu votre crime », a déclaré le juge, imposant une peine de 15 ans de prison avec contrôle post-libération. Même lorsqu'il a été escorté jusqu'en prison, Brooks a tenu à préciser qu'il croyait toujours avoir le contrôle, refusant de signer des documents montrant que la rébellion faisait partie de son essence. Il y a ensuite des cas où le moindre signe de manque de respect peut avoir des conséquences majeures. Amanda Kozol en était un exemple. Accusée d'avoir causé un accident mortel, elle était au tribunal lorsqu'elle s'est mise à rire lors d'une déposition d'un témoin. Les rires apparemment nerveux ont été interprétés comme un manque de respect envers le tribunal et les familles qui pleuraient à leur perte. L'expression d'Amanda s'est transformée en larmes. Peu de temps après, mais le mal était fait. La douleur des victimes, qui ont perdu des êtres chers, semblait décuplée par le manque d'empathie des accusés. La série d'incidents dans les tribunaux a montré que même les murs d'un lieu où la justice doit prévaloir ne peuvent pas contenir toutes les émotions et toutes les pulsions humaines. Certains accusés défient l'autorité de manière choquante, comme lorsque Ona a commis son deuxième meurtre en prison ou lorsque Webb a lancé une cabine métallique sur un agent pénitentiaire. D'autres profitent de l'occasion pour dénoncer leurs délires ou leurs croyances absurdes, comme Colbert, qui se croyait un être éclairé. Ce qui semble unir tous ces cas, c'est le portrait de la souffrance laissée derrière soi. Les familles des victimes ont non seulement perdu leurs proches, mais ont également dû endurer la douleur de voir les responsables se moquer ou manquer de respect de la gravité des accusations. Pour eux, chaque audience était un combat, un rappel constant que la justice n'apporte pas toujours la paix immédiate. Et pourtant, il est impossible de ne pas réfléchir à la complexité du comportement humain dans ces situations. Pour certains, comme Daryl Brooks, la salle d'audience était une scène où il tentait de justifier ou de défendre l'indéfendable. Pour d'autres, comme Percy Phillips, c'était un endroit où la tension explosait de manière physique, montrant que le jugement n'était pas seulement une question de mots, mais de contrôle sur l'humanité elle-même. Bass Webb, avec sa liste de victimes tatouées sur la tête, semblait déterminé à porter l'horreur à un autre niveau. Chaque fois qu'il était traduit en justice, ses tatouages lui rappelaient sombrement que, pour lui, la violence était plus qu'un choix, c'était presque une mission. Ces menaces n'étaient pas de simples paroles, et la nécessité de le maintenir sous surveillance constante montrait que le système pénitentiaire était sa seule cage. Possible. Le comportement imprévisible de Webb était la preuve que le danger pouvait le rôder à tout moment. Même après avoir été reconnu coupable de plusieurs crimes, l'idée qu'il avait encore un compte à régler avec le monde était effrayante. Pour ceux qui le connaissaient, il était difficile d'imaginer que la liste des personnes recherchées ne soit pas le reflet de quelque chose de profondément troublé. Le cas d'Amanda Kozol rappelle également que la perception est puissante. Un moment de rire inapproprié peut sembler insignifiant, mais dans la salle d'audience, où les émotions sont si crues et viscérales, cela peut être interprété comme le plus profond manque de respect. Les familles des victimes, qui cherchaient un peu de dignité dans leur douleur, ont vu ce geste comme un couteau tordant encore davantage la plaie. Et derrière chaque cas, aussi extrême ou bizarre soit-il, se trouvaient les histoires de personnes réelles dont la vie a changé à jamais. L'horreur de perdre un fils, un frère ou un ami était une blessure qui ne guérissait jamais, même sous le poids de la justice appliquée avec la plus grande force possible. La salle d'audience est un champ de bataille où les émotions et la rationalité s'affrontent constamment. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est à quel point le comportement de certains accusés peut transformer l'environnement. Dans des cas comme Bass Webb, chacun. La séance était un spectacle de tension, avec des gardes en état d'alerte, des yeux surveillant toujours chaque mouvement.
Il connaissait le pouvoir qu'il avait sur les personnes présentes et semblait se nourrir de la peur qu'il provoquait. La présence de Webb au tribunal n'a jamais été simplement une question de jugement. C'était un rappel que la violence peut être aussi psychologique que physique. Dans une autre affaire effrayante, l'accusée Mercedes Watkins a montré que même les crimes les plus horribles peuvent s'accompagner d'une froideur choquante. Elle avait été arrêtée pour avoir tué son propre mari dans un accès de colère violente. Pendant le procès, tandis que le procureur décrivait la scène du crime en détail, Mercedes restait sans expression, comme si le récit n'était rien d'autre qu'une histoire lointaine. Son apathie défiait l'entendement. À l'annonce du verdict de culpabilité, elle haussa légèrement un sourcil, sans trace d'émotion visible. Ce comportement a eu un impact sur les familles présentes, comme si les souffrances qu'elle causait n'avaient aucune importance. Mais tous les accusés ne se comportent pas de manière aussi calculée. Certains, comme Dante Rogers, tentent de transformer la salle d'audience en scène de leur propre désespoir. Accusé d'agression et de tentative de meurtre, Dante a profité de son moment de discours pour dramatiser sa propre enfance, alléguant des abus et des traumatismes pour justifier ses actes. Il a pleuré, il a crié, il a demandé grâce au juge. L'espace d'un instant, il sembla même qu'il y avait là une trace d'humanité, quelque chose qui pouvait inspirer la compassion. Cependant, les preuves de ces crimes parlent d'elles-mêmes. Les familles de ces victimes ne pouvaient ressentir que de la colère, alors même qu'ils s'agenouillaient, les larmes coulant sur le sol froid de la salle d'audience. De l'autre côté du spectre se trouvent ceux qui rejettent toute trace de culpabilité. Ethan Holloway, un homme d'âge moyen accusé de meurtre, est resté stoïque et hautain tout au long de son procès. Il a refusé de regarder les photos des victimes, fixant son regard sur un seul point, comme s'il était bien au-dessus de la situation. Interrogé sur les détails du crime, il a parlé avec un calme méticuleux, presque comme s'il discutait de quelque chose d'insignifiant. Cette attitude a provoqué la colère des familles, qui le voyaient comme un symbole d'injustice, de l'indifférence d'un criminel qui n'a jamais assumé la responsabilité de ses actes. Dans de tels cas, la salle d'audience devient une sorte de microcosme de la complexité humaine. Les tensions sont palpables et le public ne peut s'empêcher de sympathiser ou de juger. Chacun devient personnage dans ce théâtre réel où les réactions sont aussi marquantes que les phrases. Et ce ne sont pas seulement les accusés qui sont choquants par leur attitude, les témoins souffrent parfois aussi sous le poids de la situation. Beaucoup d'entre eux sont des victimes survivantes, portant des cicatrices physiques et émotionnelles qui ne disparaîtront jamais. Voir ceux qui vous ont causé votre douleur subir un procès est une expérience qui ressemble à un mélange de soulagement et de torture. Lorsqu'ils témoignent, leurs voix peuvent trembler, mais leur désir de justice est implacable. Pourtant, certains accusés savent déstabiliser même les victimes les plus courageuses. Les interruptions, les menaces non verbales et les regards sinistres font partie de leur stratégie visant à maintenir une aura de pouvoir, même lorsqu'ils sont accusés. Qu'en est-il du public, des familles, des amis des victimes? Ils rappellent que la justice ne concerne jamais seulement l'accusé et la loi. Il s'agit de restaurer un ordre rompu, même pour un bref instant. Ils viennent au tribunal pour chercher des réponses, mais ils portent aussi une douleur, souvent aggravée par le comportement froid ou hostile de ceux qui ont détruit leur vie. Le silence pesant lors de l'annonce des peines est toujours un moment chargé de symbolisme. Il y a ceux qui pleurent, d'autres qui s'effondrent, et certains ferment les yeux comme s'ils priaient, cherchant une sorte de clôture, même s'ils savent que le poids de la perte ne sera jamais complètement soulagé. Et pourtant, il y a de l'espoir. Au milieu du chaos émotionnel, des moments de dignité et de courage émergent. Des témoins qui trouvent la force de raconter leur histoire, des avocats qui se battent pour faire prévaloir la justice, des juges qui imposent l'ordre avec fermeté. Ces moments sont précieux,
Ils sont la preuve que peu importe la violence et le manque de respect qui tentent de ternir le système judiciaire, il y a toujours des gens qui croient en un processus juste et honnête. La Cour, en fin de compte, est une scène de contraste. Là, l'humanité se révèle dans toute sa splendeur et son horreur. Chaque cas laisse une marque, un rappel que la souffrance ne peut être effacée, mais que la recherche de la justice est éternelle, guidant ceux qui restent, essayant de construire un nouvel avenir, malgré les ombres du passé. La salle d'audience est une arène où les vies s'entrechoquent, où se décide le sort des hommes et des femmes, et où les émotions peuvent parfois atteindre leur point d'ébullition. Imaginez une journée particulièrement sombre, où l'air semble chargé de douleur et de tristesse. Le poids d'une tragédie irréparable. Amanda, une femme de 25 ans, est entrée dans ce milieu en sachant que ses choix avaient changé à jamais le cours de la vie de plusieurs personnes. Le silence pesant dans la salle d'audience n'était rompu que par les grincements occasionnels des chaises ou les profonds soupirs de ceux qui attendaient justice. Elle était assise, la tête baissée, le visage marqué par le regret et l'angoisse. La sœur de la victime, Darren, s'est lentement levée pour lire une lettre déchirante écrite par les 5 enfants de l'homme décédé dans l'accident. Chaque mot semblait couper l'air comme un couteau, laissant tout le monde dans la pièce tendue. « Amanda, tu as détruit tout ce que nous avions, » lut Darren, la voix tremblante. « Vous avez enlevé notre père, notre héros. » Le poids des mots a fait baisser la tête de nombreuses personnes, tandis que d'autres ont eu du mal à retenir leurs larmes. C'était une lamentation collective, une douleur partagée, mais tout le monde dans la salle d'audience n'a pas respecté ce moment dévastateur. Alors que Darren poursuivait sa déclaration, un couple à l'arrière a commencé à rire. Les rires, bien que faibles, sonnaient comme le tonnerre au milieu du deuil. C'était un affront que la juge, Kiana Lillard, ne pouvait lâcher. Elle leva les yeux par-dessus ses lunettes de lecture, son regard pareil à une lame tranchante. Qui peut rire dans un moment comme celui-ci? La pièce devint complètement silencieuse. Le couple a à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait avant que le juge Lillard traite l'homme de clown et lui ordonne de partir immédiatement. Ce qui s'est passé ensuite a été encore plus dramatique. La mère d'Amanda, Donna Cole, avait également ri et le juge a décidé que cela méritait une punition exemplaire. « Prends-la !» ordonna-t-il d'une voix ferme. Le bruit des menottes qui se fermaient résonnait dans toute la pièce. Donna a été condamnée à 93 jours de prison pour outrage. Le choc fut immédiat, mais le juge Lillard resta imperturbable. Elle savait que la douleur de la famille de la victime ne devait pas être aggravée par des actes insensibles. Après une nuit en prison, Donna revient au tribunal, transformée. Son visage était marqué par une expression d'humilité qui n'existait pas auparavant. Le regret était palpable dans sa posture, dans ses yeux larmoyants et dans sa voix tremblante, alors qu'il s'excusait. Elle a parlé du stress, de la douleur, de la pression qu'elle ressentait en voyant sa fille subir un procès. Le juge Lillard, bien que ferme, s'est montré juste. Elle a écouté Donna, a pris en compte ses paroles et a réfléchi à la situation. Imaginer à quel point il est difficile de voir sa fille aller en prison n'est pas comparable à la souffrance de perdre un enfant pour toujours, a répondu le juge, sur un ton mêlant sagesse et empathie. Avec une décision finale, elle a réduit la peine de Donna à 1 seul jour et Donna a finalement pu sortir de prison. Mais toutes les affaires judiciaires ne sont pas résolues par une leçon d'humilité. Parfois, l'environnement devient presque une zone de guerre, comme cela s'est produit avec Antonio Rosales. Imaginez un homme de 41 ans accusé de crimes qui lui ont laissé une stigmatisation ineffaçable. Il était jugé pour enlèvement et tentative de meurtre, et l'atmosphère était déjà tendue lorsque l'accusation a commencé à présenter ses réquisitoires. Soudain, Rosales s'éclata dans un accès de rage qui surprit tout le monde. Il s'est levé, a saisi un clavier d'ordinateur et l'a lancé sur un écran.
Le bruit ressemblait à une explosion et la salle d'audience était remplie de chaos. Le chaos ne s'est pas arrêté là. Rosales, furieux et incontrôlable, a renversé une table et a refusé de se rendre, même lorsque les agents ont tenté de le maîtriser. Le juge a demandé du renfort, et le scénario ressemblait plus à une bagarre physique qu'à un procès. La police a tenté de le retenir tandis que Rosales se battait comme un animal acculé. Les gens regardaient, horrifiés, ne sachant pas si cela se terminerait par davantage de violence. En fin de compte, Rosales a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité, mais le bilan émotionnel de cette scène ne sera pas oublié de sitôt. Et puis il y a des histoires comme celle de Michael Gaines, un homme accusé d'avoir craché sur un policier. Sa présence au tribunal a dès le début créé un climat de tension. Il était furieux, il se sentait lésé et il ne voulait pas le cacher. À un moment donné, il a commencé à discuter avec la juge, refusant de se soumettre à son autorité. « Le respect va dans les deux sens », aboya-t-il, alors que la pièce se remplissait d'énergie électrique. Les propos qu'il a échangés avec le procureur Kevin O'Connor ont été encore plus intenses. Gaines, qui se disait victime de racisme et d'un système judiciaire corrompu, n'a épargné aucune insulte. Il a même menacé le procureur, précisant qu'il n'avait pas peur des conséquences. S'ensuivit une bataille verbale qui semblait sans fin. Gaines a haussé la voix et la juge a fait de son mieux pour garder son sang-froid, mais l'accusé était hors de contrôle. Alors même que la police l'expulsait de la salle d'audience, il a continué à crier, à proférer des insultes et des menaces comme s'il menait une guerre personnelle. En fin de compte, son accès de colère ne l'a pas aidé. Il a été condamné à 13 ans de prison, mais l'impression qu'il a laissée était celle d'un homme vaincu par la frustration et l'impuissance. La scène la plus surréaliste était peut-être celle de Latasha Williams, qui participait à une audience sur les compétences mentales à Las Vegas. Latasha, une femme de 36 ans, avait déjà subi plusieurs évaluations, mais la juge Jackie Glass souhaitait un 4e avis. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Latasha se transforma, la frustration explosant en elle. « J'ai des enfants qui dépendent de moi !» cria-t-elle, la voix pleine de désespoir. Alors que les policiers tentèrent de l'escorter, quelque chose d'inattendu s'est produit. Avec une force et une agilité surprenantes, Latasha s'est lancée dans les airs, en roulant ses jambes autour du cou d'un agent. La salle entière retenait son souffle. La tourmente n'a fait qu'empirer. Les agents se sont précipités pour aider, essayant de retenir Latasha alors qu'elle criait et se débattait. Le juge a appuyé sur le bouton d'urgence et la salle a été investie par des agents. La situation ressemblait à une scène d'action, mais elle était tragiquement réelle. Il a fallu 4 policiers pour finalement la maîtriser. Même après son enlèvement, Latasha a continué à crier, accusant le système, le juge, la vie même qu'il avait mise là. Ces affaires montrent que la salle d'audience n'est pas seulement une étape de procès, c'est un lieu où les drames humains se déroulent sous leur forme la plus brute et la plus intense. Les accès de colère, le deuil profond, le désespoir et les disputes sur la vérité sont comme les chapitres d'une tragédie qui se répète chaque jour. Les juges, comme Kiana Lillard et Jackie Glass, sont les arbitres de ce théâtre complexe. Ils ont le devoir de maintenir l'ordre, même lorsque le chaos menace de s'installer. Mais ils sont aussi humains, et parfois ils doivent décider avec leur cœur, pas seulement avec la loi. En fin de compte, chacune de ces affaires rappelle que la salle d'audience est le reflet des émotions humaines les plus puissantes. La perte, la colère, le regret et, dans certains cas, une lutte désespérée pour la dignité. Chaque choix fait à l'intérieur de cette pièce a un poids, une conséquence, qu'il s'agisse du rire de Donna Cole, de la fureur de Rosales, de la révolte de Gaines ou du désespoir de Latasha.
Ces histoires restent gravées dans la mémoire de ceux qui les ont vécues, mais aussi de ceux qui en ont été témoins, comme un rappel éternel du prix à payer pour ses choix et de l'équilibre fragile entre ordre et chaos.